Je vais annoncer la présentatrice suivante. Est-ce que tu pourras nous donner des informations à son sujet? Il s'agit de Marie Selvi, qui est chirurgien à Clermont-Ferrand. Alors, je vais peut-être la laisser se présenter. Oui, elle est chirurgienne à Clermont-Ferrand, au CHU, jeune chirurgienne, donc elle fait partie aussi des générations qui sont aussi probablement beaucoup plus sensibles à cette dimension. Elle a déjà travaillé avec Karen Slim sur la problématique, déjà quelques publications sur le sujet, et donc elle va nous présenter au bloc opératoire quel rôle peut avoir le chirurgien pour réduire son impact carbone. Bonjour madame, vous pouvez lancer votre présentation? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci Patrick pour cette présentation. Effectivement, je suis chirurgienne digestive au CHU de Clermont-Ferrand et on a déjà pas mal réfléchi avec Monsieur Siple et puis maintenant avec l'ensemble du collectif CERES à comment on peut essayer de modifier les choses et essayer d'améliorer notre impact carbone. Alors, dans les établissements de santé, bien évidemment, et au cœur de notre intérêt à nous, les chirurgiens, c'est-à-dire au bloc opératoire. Donc, je vais essayer de répondre un peu à cette question, quel rôle on peut avoir. Alors, premièrement, le développement durable, comme il était défini en 87, c'est un développement qui va concilier les besoins que l'on a à l'heure actuelle. Il ne s'agit pas de diminuer en termes de qualité de vie, mais de ne pas compromettre par notre manière de vivre à l'heure aujourd'hui les besoins des générations futures. Je pense que l'enjeu réellement, il est celui-ci, il est de préserver nos générations futures. Donc, les établissements de santé, on ne s'en rend pas compte, sont des pollueurs silencieux. Je vais reprendre un peu les exemples de Patrick. Les établissements de santé, cela représente 70 000 tonnes de déchets par an. C'est quand même 3,5% de notre production nationale. Et au sein des établissements de santé, le bloc opératoire a une part centrale, que ce soit en termes de personnel, de consommation d'énergie ou de production de déchets. Et effectivement, une opération chirurgicale, ça consomme plus, une intervention standard, qu'une famille de 4 personnes par semaine qui a des besoins énergétiques qui sont quand même assez conséquents. Et ça équivaut à un aller-retour Paris-Lyon. Donc ça, si on le met à l'échelle du nombre d'interventions que nous réalisons par jour, par établissement, fois le nombre d'établissements en France, c'est pas rien en termes de consommation d'énergie. Et donc, on se rend compte que 80% de ces déchets sont produits avant l'intervention chirurgicale. C'est-à-dire que c'est très intéressant en tant que chirurgien de s'intéresser à comment on peut améliorer les choses au niveau de notre intervention, le matériel qu'on utilise, comment le recycler. Mais c'est important de comprendre qu'il va falloir reprendre l'ensemble du parcours de soins du patient d'avant l'entrée dans le bloc jusqu'à la sortie de l'hôpital pour réellement avoir un bénéfice en termes de consommation énergétique et d'impact carbone, bien évidemment. Lorsqu'on prend l'exemple d'une chirurgie fréquente et assez standard et relativement courte, qui est la cataracte, on se rend compte, donc, petit exemple, donc 1,5 kg de déchets d'activité de soins, 830 kg de déchets d'ordures ménagères, 340 g de carton et 124 litres d'eau. C'est tout de même pas mal quand on se dit que cette intervention est une intervention fréquente avec plus de 600 000 actes par an en France. Donc, il y a vraiment du travail à faire pour améliorer les choses. Et ça, c'est sans compter les déplacements du personnel et pour venir et repartir dans l'établissement de santé et pareil, les déplacements de la personne qui vient se faire opérer. Le comité de développement durable avait évalué donc sur 270 établissements, ce qui représente à peu près un quart de l'activité du privé, les économies d'énergie potentielles. Il chiffrait à 54 millions d'euros possibles. Oui, parce qu'on parle d'économie en termes d'énergie, mais on va aussi parler en termes d'économie financière et c'est ça qui va parler le plus aux institutions. Il faut bien se le dire. Et c'est le double d'économie qu'on pourrait espérer dans le secteur public. Bon, tout ça, ce sont des extrapolations. Le président de ce comité, François Hamon, nous disait qu'on est face à des obligations réglementaires non assorties de budget, qu'il nous faut une impulsion de l'État, un plan Marshall pour une transition écologique. Et c'est bien que les politiques aient enclenché les choses, mais je pense qu'on aura une force d'impact qui sera d'autant plus importante si nous aussi, en tant que soignants, nous forçons cette transition écologique. Donc, quel peut être le rôle du chirurgien dans tout ça? Le chirurgien a bien entendu un rôle central au niveau du bloc opératoire. Il peut bien sûr améliorer les choses, que ce soit dans ses pratiques, mais en tant que personnel soignant,
en tant qu'individu, on se rend compte que seul, on ne peut pas tout changer, mais un groupe d'individus crée rapidement un collectif comme le nôtre. Si ce collectif grossit, il peut avoir un impact sur les institutions. Et si les institutions, elles changent leur manière de voir les choses, elles impulsent au niveau national et international des modifications. Donc, vous voyez, finalement, ça part d'une personne avec une motivation. Je pense que nous en avons tous. Et finalement, on peut arriver à faire bouger les choses à l'échelle nationale. Une étude de l'AFC s'était intéressée, avait demandé aux chirurgiens ce qu'ils en pensaient. Ils disaient que 57% de ces chirurgiens déclaraient vouloir ou avoir mis en place des choses au niveau de la gestion des déchets au sein du bloc. C'est quand même pas mal, 60% des chirurgiens de cette étude, bien sûr. Mais 40% d'entre eux ne savent pas comment s'y faire. Il y a un gap institutionnel entre la volonté individuelle et comment marchent nos institutions, nos établissements de santé. Donc, peut-être que le collectif CRS pourrait permettre d'améliorer cette relation entre les individus et les institutions. On raisonne beaucoup au sein de CRS sur comment avoir un bloc opératoire neutre et ça se décline en 4 R qui sont assez simples. L'exemple qui est cité ici est pour l'anesthésie. Il nous faut réduire, réutiliser, recycler, repenser ou rechercher notre parcours de soins pour l'améliorer. Donc, réduire, cette phrase, on la répétera, je pense, à peu près tous. Le meilleur des déchets est celui que l'on ne produit pas. Et ça, c'est vrai. Un exemple, alors l'ensemble des exemples que je vais vous présenter ont pour objectif d'être des exemples assez simples qui ne révolutionnent pas complètement nos pratiques, mais qui montrent que de petits efforts pourraient déjà avoir un impact important. Les salles d'opération inoccupées, ça représente 40% du temps. Donc, je ne fais pas un topo sur l'optimisation du temps dans les salles de bloc. Mais si on pouvait réduire la ventilation des heures inoccupées des salles, on pourrait espérer une économie de 60% d'énergie. Ce n'est pas grand-chose finalement. Ça revient juste à arrêter ou à réduire la ventilation de salles qui sont inoccupées. De même, je n'ai pas de chiffrage exact, mais combien d'entre nous vont à l'hôpital le week-end se rendent compte qu'il y a des ordinateurs qui sont en veille? On consomme de l'énergie inutilement. Il n'y a personne qui les utilise, ces ordinateurs. Pourquoi n'arrêtons pas les ordinateurs ou penser à éteindre les lumières des salles? On a l'impression que seul, ça ne va pas changer grand-chose. Mais si tous, dans nos établissements, on arrête d'avoir ces consommations d'énergie qui sont inutiles, est-ce qu'on arriverait à faire une belle économie? Un autre exemple plus concret, les champs chirurgicaux, les textiles opératoires, cela représente 2% des déchets des établissements. Si on limitait l'usage unique au niveau de ces textiles opératoires, on pourrait espérer une économie de 53% du volume de déchets. Moi, dans ma pratique, je suis amenée à faire de la chirurgie proctologique. Je me demande de plus en plus quel est l'intérêt, lorsque je draine une fistule anale qui est infectée, de me mettre en stérile et d'utiliser des champs stériles. Il n'y a pas d'évidence de médecine là-dessus, mais c'est des questions qu'on commence à se poser en pratique. De même, limiter l'usage unique. L'étude de Stapleton, elle a montré que finalement, on a beaucoup utilisé les tenues opératoires à usage unique parce qu'on espérait réduire les risques infectieux sur des plaies propres et ce n'est pas du tout démontré. Par contre, ça a un coût financier qui est supérieur aux textiles qui sont les tissus, les tenues en tissu. Donc, on ferait à la fois des économies sur le plan écologique, un impact carbone, et à la fois sur le plan économique, ce qui n'est pas rien. Tout ce qui est métaux, lames de laryngoscope, nos pinces, tout ça, ça représente 2,7 tonnes par an de déchets. L'overage, c'est tout ce qui est le consommable et tout le matériel qu'on va ouvrir, qu'on va destériliser, qu'on ne va pas utiliser. Il y avait une initiative très intéressante de l'université de Yale, où finalement, comme dans leurs institutions, ils ne pouvaient pas réutiliser ce matériel à usage unique, ils l'ont envoyé dans des pays en développement pour pouvoir le réutiliser. De même, autre chose que pour les chirurgiens où on est très sensible, c'est le reconditionnement, la stérilisation et l'emballage de nos instruments. Cela coûte 45 centimes à 2,5 € par instrument, et je ne parle pas du coût carbone. Et dans cette étude, il montrait qu'il y avait seulement 13 à 22% de nos boîtes, de nos instruments dans les boîtes que nous utilisons réellement. Est-ce qu'on ne peut pas tous rentrer chez nous et réévaluer nos boîtes? Quels sont les instruments que l'on réutilise réellement? Et peut-être en mettre certains sous sachet parce que finalement, on les utilise quasiment jamais et utiliser des boîtes avec des instruments matériel chirurgical qu'on utiliserait à, on peut espérer, plus de 70% quand même.
Pour ce qui est de recycler, Jeanne Muret avait fait une expérience à l'Institut Curie où elle s'était rendue compte qu'il y avait une confusion qui s'était faite entre matériel souillé et matériel infectieux, si tant est bien qu'on mettait tout ce qui avait touché le patient dans les poubelles jaunes. Avec de l'éducation des soignants, avec une sensibilisation, ils ont pu baisser les DASRI, donc le matériel qui a réellement un risque infectieux, de 50 à 20% en faisant des réductions en coût de 8 000 € et 7,7 tonnes d'équivalent carbone, ce qui n'est pas moindre, et c'est un seul établissement. Enfin, le plus important à mon sens, il faut repenser nos pratiques. La RAC nous aide beaucoup à ça parce qu'elle nous montre bien évidemment que l'utilisation que nous avions jusqu'à présent des sondes, des drains, des sondes urinaires, des sondes gastriques, je parle un peu pour ma spécialité, finalement, il n'y avait pas de bénéfice pour les patients et tout ça, c'est des économies en termes de matériel que nous utilisons. De même, une expérience avait été faite sur les custom packs à l'hôpital de Nîmes par les pharmaciens. Ils avaient fait des custom packs, c'est-à-dire des packs tout prêts en chirurgie orthopédique et vasculaire, et ils avaient montré qu'ils avaient fait une réduction de 96% des déchets. Alors ça, c'est un petit peu plus difficile, je trouve, pour des grosses structures comme les CHU, parce qu'il faut que tous les chirurgiens s'accordent pour utiliser absolument le même matériel. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on peut faire énormément d'économies de déchets avec pas grand-chose finalement, juste s'harmoniser sur nos pratiques. Et enfin, l'exemple, j'ai envie de dire, qui me coûte le plus parce que je fais de la chirurgie robotique et que j'aime ça, que je suis complètement convaincue qu'on a une ergonomie du chirurgien qui n'a rien à voir. Pour l'instant, les études sont en cours pour voir si on fait mieux pour les malades, et notamment sur le plan oncologique. Mais je me suis posé 2 questions récemment. Premièrement, on a pu tous constater, ceux qui font du robot, le suremballage des instruments robotiques. Et deuxièmement, avec la crise Covid qui est à l'heure actuelle, les instruments avaient une durée de vie de 10 vies pour la marque que j'utilise au sein de mon CHU. Et il y a eu des problèmes d'approvisionnement avec le Covid. Et là, on ne sait pas trop comment, mais la durée de vie des instruments est passée de 10 à 15 ans. Donc finalement, moins de consommation d'instruments. Est-ce que quelque part, on ne pourrait pas un peu forcer l'industrie robotique à s'améliorer sur le point de vue de l'impact carbone du robot? Parce que dans cette étude de 2015 où ils avaient comparé une procédure robot, donc l'équivalent de consommation de CO2 a été fait à partir de la consommation d'énergie par procédure, donc 150 procédures ont été évaluées, et le pourcentage de déchets. Le robot est 38% plus consommateur d'impact carbone qu'une laparoscopie conventionnelle et 77% de plus qu'une laparotomie. Ce qui pose question de savoir, au niveau de la balance bénéfice-risque, on n'est pas encore persuadé qu'on fait mieux pour les malades, mais en tout cas, ce qu'on est persuadé, c'est que au niveau de l'impact carbone, on est bien supérieur aux chirurgies qu'on faisait jusqu'à présent. Donc, ça donne matière à réflexion. On avait cherché à réfléchir également sur le bilan de l'impact carbone de nos pratiques, que ce soit en pré, en intra ou en post-opératoire. Donc, vous avez d'un côté le plus bas impact carbone possible jusqu'au plus élevé. Les triangles pleins sont ceux où les études ont évalué quel était l'impact carbone de cette pratique et les triangles creux montrent là où on n'a pas encore évalué. Et ça montre qu'il y a encore beaucoup de travail parce que beaucoup de nos pratiques ne sont pas encore évaluées pour savoir si elles ont un impact carbone faible ou important. Et alors à ce moment-là, se reposer la question, est-ce qu'il y a un réel intérêt pour les patients? Donc, il nous reste pas mal de travail à faire. Donc, en conclusion, je dirais que c'est de notre intelligence collective que va pouvoir réellement émerger le progrès. En tant que personnel du blog, bien sûr, en tant que chirurgien dans notre domaine de compétences et puis au-delà. Et je pense que l'enjeu est de taille. Il est, à mon sens, pas tant de préserver notre qualité de vie parce que je pense qu'avant qu'on ait les conséquences du réchauffement climatique, il est possible que la plupart d'entre nous n'en voient pas les conséquences. Mais moi, en tant que jeune maman, je me dis que c'est pas préserver l'avenir de mes enfants, c'est leur permettre d'avoir un avenir tout court. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marie. Vous êtes une passionnée et c'est très intéressant. Je vous demande de saluer Karim Slim de ma part, s'il vous plaît, quand vous le verrez cet après-midi. Je le ferai. J'ai une question toute bête à vous poser concernant. On devrait se connecter un peu plus tard. Au bloc opératoire, votre expérience l'expérience de votre service à Clermont. Est-ce que vous avez calculé l'économie que vous faites maintenant en un an par rapport à ce que vous faisiez avant?
Non, parce qu'on n'a pas encore mis en place vraiment de procédures, on en est aux prémices, tout comme CRS, de procédures pour avoir des économies réellement. Par contre, on a un essai en cours sur la chirurgie robotique qui évalue clairement le pourcentage de déchets qu'on produit avec le robot pour le comparer à ce qu'on faisait jusqu'à présent avec la célioscopie. Je passe la parole à Hubert Jeannet, notre secrétaire. Oui, merci beaucoup pour votre communication et de manière générale aux intervenants d'avoir créé cette association. Moi, je suis un chaud partisan du chirurgien colibri, c'est-à-dire que j'ai bien compris qu'il y avait des enjeux avant la salle d'opération, qu'il y en avait après, mais finalement, moi, ce qui me choque le plus, c'est en salle d'opération. Et vous avez souligné, par exemple, le fait que pour faire de la chirurgie proctologique, il n'était pas forcément... on n'était pas forcément obligé de mettre une casaque, etc., et des champs, et partout, etc. Mais, madame, vous êtes vous êtes très politiquement incorrecte, parce que lorsqu'on fait ça, je partage tout à fait votre point de vue, parce que mettre une casaque pour drainer un abcès de fesse, ça a un petit côté irresponsable. Mais en salle d'opération, ça reste absolument politiquement incorrect, parce que nos infirmières, nos penseuses, nos maîtres, nous-mêmes, je n'ai probablement pas la même génération que la vôtre, mais à notre génération, nous avons été formés avec ce concept qu'en salle d'opération, l'argent ne compte pas et les déchets ne comptent pas parce que c'est la santé du patient qui prime, etc. Et je suis au quotidien absolument choqué par le volume des déchets que nous générons. D'autre part, ces changements de paire de gants qui sont, je trouve, très excessifs en regard maintenant des recommandations concernant l'hygiène, etc., etc. Je trouve que nous avons beaucoup de projets à faire et probablement ça va passer par des recommandations médicales. C'est-à-dire, vous n'êtes plus obligé de vous habiller avec une casaque renforcée pour traiter une fissure anale. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que je trouve qu'en salle d'opération, en tant que chirurgien, on sent qu'on pourrait faire des choses, mais c'est pas si facile en fait. Je me permets de répondre à votre commentaire. Je suis entièrement d'accord avec vous et je n'ai moi-même pas encore passé le cap de demander quand je fais de la chirurgie proctologique, notamment d'urgence, par exemple les drainages de fistule anale, de ne pas champer le malade ou ne pas me champer moi-même. C'est une réflexion que je me fais au quotidien. Il y a des actes proctologiques comme lorsqu'on fait des labos d'avancement recto où là, je pense qu'il faut qu'on soit en stérile. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on est en salle de bloc d'arriver de dire ben, finalement, on ne va rien champer du tout. Je n'ai pas encore passé le cap moi-même, mais c'est une réflexion que je me fais au quotidien. Oui. Bonjour, merci pour cette intervention. C'est très intéressant, c'est vraiment passionnant. En plein dans l'air du temps et des nouvelles considérations. Poser une question en fait sur. Il semble logique maintenant qu'effectivement le jetable soit définitivement, enfin pas définitivement, mais qu'il soit proscrit dans beaucoup de situations. Est-ce que l'on a une comparaison exacte d'un point de vue textile lorsqu'il s'agissait d'avoir le système de nettoyage, etc., de tous les pyjamas versus le jetable? Parce que d'un côté, on a une production de déchets, de l'autre côté, d'utilisation d'eau. Après, je sais que ça, c'est étudié de façon séparément. Et sur les dispositifs médicaux, ne serait-ce que dans les révolutions, dans la chirurgie viscérale, l'utilisation de jetables aussi, ou tout ce matériel qui peut être jeté, qui des fois est même du matériel high-tech qu'on peut mettre à la poubelle. Quelle est la différence qui est faite entre ce volume-là et l'eau lorsqu'il était nécessaire de passer à l'autoclave ou dans les machines à laver? Il s'agit de Maxime Ross qui vous pose cette question, qui est secrétaire annuel de l'Académie. Alors, l'exemple que je vous ai cité sur l'étude multicentrique qui a montré sur l'utilisation des tenues au bloc, elle a été faite comparativement, effectivement, aux tenues en tissu, en prenant en compte, bien sûr, le coût de l'utilisation d'eau pour relaver les tenues tissu, et elle est vraiment en faveur de ne pas utiliser le matériel à usage unique, enfin les tenues à usage unique. La
deuxième, c'était pour le matériel au bloc opératoire. Le problème, c'est que beaucoup de notre matériel à usage unique, même technologique, Patrick le confirmera, nous ne l'utilisions pas avant sur du matériel. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas connu du matériel type GIA ou des choses comme ça qui se réutilisaient. Donc, c'est difficile de faire des comparatifs pour certains. Mais ce qui est sûr, c'est que pour tout ce qui est réutilisable, nous pouvons améliorer ce que nous utilisons au quotidien. Et c'est vrai que, par exemple, en célioscopie ou quoi, on a un panel de pinces qui est ouvert systématiquement et qu'on sait qu'on ne va pas utiliser. Donc, moi, je me pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas en mettre plus sous sachet et vraiment ouvrir le strict minimum que nous savons que nous utilisons à chaque fois? Mais encore une fois, c'est difficile parce que pour une intervention aussi standard que, par exemple, la vésicule au sein de mon centre, nous n'utilisons pas tous exactement les mêmes pinces pour enlever les vésicules. Donc, les boîtes tiennent compte d'un peu toutes les préférences des opérateurs. Donc, ça nous demande aussi de discuter entre nous, de nous remettre en question et peut-être d'harmoniser nos pratiques. Je donne la parole à Jean-Claude Couffignal, qui est référent de l'Académie en matière de technologie de pointe et notamment de robotique chirurgicale. Voilà, c'est pour revenir juste à la robotique. C'est très intéressant les calculs que vous avez faits. J'aimerais savoir si ça s'est fait simplement à brut, c'est-à-dire le matériel et l'intervention, ou est-ce que c'est mis dans une chaîne de différence carbone? Excusez-moi, je n'entends pas. Le micro troupe. Il y a un Problème de micro. Jean-Claude va venir au pupitre. Bonjour. Son micro ne fonctionne Oui, la plus. question était simple, c'est est-ce que c'est à brut, comme on dit, le coût d'une intervention robotique, c'est plus cher parce que effectivement on compare l'intervention, ou est-ce que vous l'avez mis dans un cycle? Le bilan carbone, c'est un cycle, c'est la robotique diminue la plupart du temps va diminuer, on espère, diminue la durée de séjour, etc., etc. C'est toutes les transformations d'une modification autour d'une technologie qui sont à prendre en considération. C'est des cycles complets, je veux dire, d'une utilisation. Voilà, je veux dire, est-ce que c'est vu simplement, comme on nous dit, ben, ça coûte plus cher pour une intervention, et si on le met pour les établissements en voyant des modifications d'organisation, de durée de séjour, de logistique en général, on a des économies de coûts. Voilà, c'est ma question de savoir comment c'est calculé. Alors, dans l'étude que je vous ai citée, qui date de 2015, elle évaluait uniquement les procédures, 150 procédures, comme je vous ai dit. Et effectivement, elle était centrée sur le coût de la procédure en elle-même et le pourcentage de déchets à la sortie du bloc. Elle ne rentrait pas dans l'ensemble du parcours de soins du patient pour savoir, par exemple, si on avait gagné un jour d'hospitalisation, ce genre de choses. Donc, effectivement, c'est des données brutes. Néanmoins, comme je vous disais, au sein de mon centre, il y a une étude multicentrique sur l'évaluation du robot dans la chirurgie du rectum, et qui prend en compte à la fois la consommation d'énergie exactement et le point de vue économique. Est-ce qu'on gagne en durée de séjour, ce genre de choses, à faire de la chirurgie robotique? Et les résultats ne sont pas encore sortis. Après, encore une fois, comme je dis, j'ai donné cet exemple-là, mais il me coûte énormément parce que moi, au quotidien, j'adore opérer au robot. Donc, c'est vrai que je m'interpelle de voir cette multitude de couches qu'il y a de plastique qu'on ne réutilise pas pour déballer ces pinces. Et je pense réellement que les chirurgiens, nous pouvons mettre pression sur les industriels de la robotique pour faire améliorer les choses. Je sais que mon discours n'est pas totalement politiquement correct, mais moi, j'ai un débat éthique où je me dis, d'une part, j'aime opérer au robot, j'ai l'impression de mieux opérer mes malades, mais d'un autre côté, est-ce que j'aggrave pas encore plus l'impact carbone alors qu'on faisait déjà très bien en célioscopie? Je pense que le débat à l'heure actuelle, il est quand même ouvert. Merci beaucoup. Patrick, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, je pense que Marie a bien fait le tour de la question.